Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir le régime sinusoïdal forcé. C'est quoi ce régime? À quoi sert? C'est quoi la différence par rapport au régime transitoire qu'on a vu avant? On commence par ensemble des définitions et la première chose c'est quoi le régime sinusoïdal forcé? Lorsqu'on dit régime sinusoïdal forcé, l'excitation, c'est-à-dire la tension d'entrée ou bien le courant d'entrée, est de forme sinusoïdale. Au forcé, c'est-à-dire on va l'appliquer à notre circuit, on va forcer notre circuit à osciller avec la même fréquence de l'excitation. Une grandeur sinusoïdale, on peut la représenter avec différentes façons. La première façon, c'est ce qu'on appelle la valeur instantanée, c'est-à-dire une grandeur sinusoïdale S de t peut s'écrire S efficace racine de cosinus oméga t plus phi. Ou bien, si vous voulez, je peux regrouper S efficace et racine de l'amplitude réelle S. Oméga, c'est la pulsation, c'est 2π sur T ou bien 2π fois F. Aussi, c'est la phase à l'origine. Une deuxième façon pour représenter une grandeur sinusoïdale, c'est la notation complexe. C'est très utilisé. C'est-à-dire chaque grandeur sinusoïdale S de T sera associée à une grandeur complexe. Que signifie associé? C'est-à-dire correspond. Ce n'est pas égalité, mais on affecte à chaque grandeur instantanée ou bien une valeur instantanée, une valeur complexe S bar en bas. Souligné. Égal à S, c'est l'amplitude réelle, exponentielle moins, plus ou moins, peu importe, G oméga t plus phi, avec G au carré égal à moins 1. On met à la place de I, G, pour éviter la confusion avec l'intensité de courant électrique. L'intensité de courant électrique est notée I. Si on met I pour l'intensité, I pour le nombre complexe, ça va donner une confusion. Et je peux regrouper exponentielle moins J, phi et S réel, une grandeur complexe appelée l'amplitude complexe. D'accord? Donc voilà la façon d'écriture d'une grandeur complexe avec cette façon ou bien cette façon. Avec S complexe, c'est l'amplitude complexe. Bon, à quoi sert ou bien quel est l'intérêt de la notation complexe? Donc tout simplement, la notation complexe, c'est pour faciliter ou bien simplifier le calcul. C'est-à-dire, la dérivation, l'intégration devient facile avec la notation complexe. Comment? Au lieu de dériver une grandeur complexe, tu vas multiplier cette grandeur fois G oméga. Au lieu d'intégrer, tu vas diviser sur G oméga. Et si on fait plusieurs dérivations, plusieurs intégrations, tu vas faire à la puissance n tout simplement. Une remarque très importante, c'est à propos des lois de Kirchhoff. Ces lois restent valables aussi pour la notation complexe. La seule chose à faire, à chaque grandeur réelle, il faut le remplacer par sa notation complexe. Et les lois de Kirchhoff, c'est-à-dire les lois d'Ilmay, restent valables aussi en régime sinusoïdal forcé. Alors, une grandeur très utilisée en régime sinusoïdal forcé, c'est ce qu'on appelle l'impédance complexe. Lorsqu'on dit impédance complexe, c'est une grandeur ou bien un nombre complexe, partie réelle, partie imaginaire, qui traduit le comportement d'un dipôle en régime sinusoïdal forcé. Donc, si vous voulez, comment on peut caractériser un dipôle T en régime sinusoïdal forcé? C'est grâce à son impédance, qui sera notée Z. Donc voilà le schéma. J'ai un dipôle D, qui peut être un résistor, condensateur, bobine. Donc, ce dipôle a une impédance Z complexe. Et en notation complexe, ce dipôle est parcouru par un courant électrique complexe I, et il y a une différence de potentiel à ces bornes notées U complexe. Alors, l'impédance complexe sera notée Z et dépend de la variable G oméga, qui est égale à la tension à ces bornes sur l'intensité qui est la traverse, et toujours en notation complexe. Et comme vous le savez, une grandeur complexe qui peut être intensité ou tension, ici c'est S, mais on peut le remplacer par I ou bien U, c'est-à-dire intensité tension.
c'est-à-dire cette partie exponentielle moins G oméga T, il se trouve ici, on peut le simplifier et on va garder que l'amplitude de la tension en notation complexe et l'amplitude complexe de l'intensité. Alors, l'impédance, puisque c'est un nombre complexe, tout simplement, ça vous connaissez en mathématiques, je peux la décomposer à une partie réelle notée R, c'est la réactance, ou une partie imaginaire X, c'est ce qu'on appelle la réactance X. Ou bien tout simplement, je peux écrire Z complexe, le modèle Z exponentiel G phi, avec Z c'est le module de Z, le nombre complexe, et phi c'est l'argument de Z. C'est-à-dire un nombre complexe, on peut le caractériser par sa partie réelle R, sa partie imaginaire X, ou bien avec son module et son argument phi. Parfois, on utilise l'admittance aussi sur une grandeur complexe qui égale tout simplement y égale à 1 sur z. C'est comme l'équivalent de y en régime continu, c'est la conductance. Ou l'équivalent de z, c'est la résistance. Donc, c'est la conductance égale 1 sur la résistance, et c'est l'admittance égale à 1 sur l'impédance. Alors, je commence par le premier dipôle D qui est égal à un résisteur de résistance R. Vous savez que la loi d'Ohm reste valable aussi en utilisant la notation complexe, c'est-à-dire la différence de potentiel au borne d'un résisteur en régime sinusoïdal forcé et en notation complexe, I égale à R fois I. Si vous voulez, si je fais le rapport entre la tension et l'intensité, on montre que ZR est égal à R, c'est-à-dire l'impédance d'un résisteur, c'est exactement sa résistance. Donc, pas de partie imaginaire, il n'y a que la partie réelle. Si on fait l'argument d'un réel positif, ça va donner tout simplement 0. Ça signifie quoi? Ça signifie que pas de déphasage entre la tension et l'intensité, c'est-à-dire le résisteur incapable de créer un déphasage entre la tension et l'intensité. On dit que la tension et l'intensité sont en phase, c'est-à-dire si c'est la tension maximale, l'intensité aussi est maximale. C'est la tension minimale, l'intensité. Un deuxième dipôle aussi, c'est le condensateur idéal. Vous connaissez la relation qui se trouve entre la tension et l'intensité. I égale à C, la dérivée de I par rapport à T. J'ai le droit de remplacer les grandeurs complexes avec les grandeurs réelles. Donc cette relation, vous la connaissez. C'est en notation réelle. Je peux remplacer les grandeurs réelles par les grandeurs complexes. Et ici, vous remarquez la dérivée de la tension d'une grandeur complexe. Donc, cette dérivée sera remplacée par G oméga. Et la relation devient, après les simplifications, bien sûr, par exponentielle moins G oméga T, ça va donner I, l'amplitude complexe de l'intensité, égale à GC oméga, l'amplitude de la tension en notation complexe. Et je peux montrer que l'impédance de condensateur, c'est 1 sur G C oméga. Et si vous faites l'argument de ZC, c'est exactement l'argument de 1 sur G, c'est moins pi sur 2. Pour cela, on dit que la tension IC au bord d'un condensateur est en quadrature retard par rapport à l'intensité IC qui traverse le condensateur. Quadrature parce que la valeur c'est pi sur 2 et retard parce qu'il y a le signe moins IC moins. Donc ça signifie qu'il y a un retard de la tension par rapport à l'intensité. Un troisième et le dernier dipôle, c'est la bobine. Vous savez qu'il y a une relation qui lie la tension et l'intensité pour la bobine. Alors en notation complexe, cette relation devient avec cette façon. Je remplace avec la même façon la dérivée par rapport à T par multiplication fois G oméga. Et ça va donner, après simplification par exponentielle G oméga T, ça va donner cette relation. Si on fait la tension sur l'intensité, on trouve ZL égale à GL oméga. Et le déphasage, c'est exactement l'argument de G, c'est plus pi sur 2. Donc dans ce cas, on dit que la tension UL est en quadrature, parce que la valeur c'est pi sur 2. Avance, pourquoi avance? Parce qu'il y a plus par rapport à l'intensité qui traverse la bobine.
Alors, il reste de parler un petit peu de l'association des dipôles, ou bien des impédances. C'est, j'ai plusieurs impédances en série. Et comment on peut savoir que les impédances en série, c'est Z1, Z2 jusqu'à Zn, ce sont des impédances en série, c'est-à-dire l'intensité qui traverse Z1, c'est la même qui traverse I2, Z2, c'est la même qui traverse Zn. Dans ce cas, on peut regrouper toutes les impédances, une seule impédance Z équivalente qui est égale à la somme. C'est exactement comme les résistances en série ou bien les résistors en série. De même, lorsque j'ai une association en parallèle, je peux faire l'admittance équivalente égale la somme des admittances. Ou bien, si vous voulez, un seul Z équivalente égale la sommation de un seul ZK de K égale à 1 jusqu'à N. Donc, elle reste une application, c'est-à-dire essayer de voir cette application. On va la corriger à travers un TP prochainement. Et voilà, c'est la fin de cette séance. Merci de votre attention.